Petit disclaimer, cette vidéo n'est que mon avis personnel et n'est pas une vérité absolue. Vous avez le droit d'avoir un avis différent, j'ai le droit d'avoir un avis différent. C'est pas parce que mon avis va à l'encontre de votre avis à vous que il est mauvais ou qu'il est moins bien que le mien. Voilà, juste petit disclaimer pour calmer d'emblée les gens qui seraient outrés par ce que je vais dire dans cette vidéo. Alors oui, effectivement, ma review sur le tome 2 de Senseiya Time Odyssey sort très tardivement. 8 mois après la sortie, à vrai dire. Alors pourquoi j'ai autant tardé ? En fait, je l'ai acheté à sa sortie, cette BD, mais je l'ai lu qu'il y a quelques semaines. Et malgré mon achat, en fait, je ressentais pas vraiment le besoin de la lire, cette suite. Et puis finalement, la voyant prendre la poussière dans mon étagère, je me suis dit, allez, vas-y, fais-toi un peu violence, et puis je me suis forcé à la lire entièrement. Je l'ai lu, et du coup, mon avis sur ce tome ? Ouais. Un petit peu de contexte. Senseiya Time Odyssey, c'est une série de bandes dessinées en 5 tomes, dont seulement 2 sont parus aujourd'hui, réalisées par les Français Jérôme Alquier et Arnaud Dolène, se basant évidemment sur l'histoire de Senseiya, et racontant les mésaventures de nos braves chevaliers de bronze, opposés au terrible titan Chronos, qui cherche à recréer l'horloge de l'apocalypse afin de redevenir le 13e dieu de l'Olympe. À la sortie du tome 1, j'avais fait une vidéo pour donner mon avis et mon ressenti après ma lecture, et puis pour résumer rapidement, j'avais trouvé la BD bien, avec des dessins magnifiques, une intrigue qui donnait envie d'être poursuivie, et puis des nouveaux personnages qui étaient intéressants. Mais malgré ces bonnes intentions, j'étais resté plutôt mitigé par ce premier tome. La faute à un mélange inconsistant entre le manga et l'anime, créant des petites incohérences par moment, et puis une énorme notamment concernant Ikki. Mélange qui m'a d'autant plus dérangé que la BD, elle était marketée comme étant canon à l'œuvre de Masami Kurumada, donc au manga, et qu'il l'avait supervisé en personne. Et dans les faits, c'est que du marketing de la part de Kana, mais force est de constater que pour beaucoup de fans, notamment des fans de l'anime, ils ont pris ça au pied de la lettre, et pour eux, cette BD est canon. Un autre élément qui m'avait légèrement gâché ma lecture, c'était, on va dire, la facilité du ressort scénaristique du retour dans le temps. En effet, Chronos a la capacité de revenir légèrement dans le passé pour corriger ses erreurs et celles de ses sbires, rendant donc la plupart des événements du tome caduques. Si lire cette histoire est intéressant, se rendre compte que 90% de ce qu'on a lu n'est finalement que du passé rembobiné qui n'existe pas, c'est pas très plaisant et c'est, je trouve, un peu facile pour des auteurs de ce calibre. Vous l'aurez compris, j'entamais donc ma lecture du tome 2 avec un léger a priori, d'où le fait que j'étais pas forcément emballé par cette lecture. Et malheureusement, ce tome 2 reprend la quasi-totalité des défauts de son prédécesseur. Mais avant de parler de tout ça, on va faire un petit résumé de l'histoire et aussi des points positifs de l'œuvre parce qu'il y en a quand même pas mal. Ce tome prend place juste après la bataille du sanctuaire. Chronos cherche à délivrer le titan Prométhée, mais celui-ci est prisonnier d'une chaîne indestructible, identique apparemment à celle du chevalier d'Andromède. Chronos envoie donc ses guerriers affronter le chevalier pour percer le secret de ses chaînes. Shun va être mis à rude épreuve et va devoir affronter la terrible Éastre de la Valkyrie, qui se trouve également être la sœur d'Aphrodite des poissons. Shun parviendra à triompher de son adversaire, mais grâce à son pouvoir de remonter dans le temps, Chronos réussira à récupérer les informations sur la chaîne de Shun et à libérer Prométhée. Voilà pour ce résumé très succinct du tome. Je vous invite évidemment à aller acheter votre tome 1 et votre tome 2 pour découvrir plus en détail cette histoire. Maintenant, pour les points positifs du tome, on va retrouver surtout l'aspect graphique de celui-ci, qui, même si il est incohérent avec le manga sur certains points, il est quand même rudement beau et il rend surtout un hommage incroyable aux personnages de Kurumada qui n'ont jamais été aussi beaux. Également, le concept d'introduire la sœur d'Aphrodite qui permet d'approfondir le lore et certains personnages un peu mis de côté, notamment Aphrodite qui est beaucoup mis, ou en tout cas qui est moins développé que certains autres personnages dans l'œuvre originale, c'est une chose qui est très intéressante, c'est une très bonne chose. Il y a également la lecture qui est rapide de ce tome, c'est simple, c'est fluide et puis on s'ennuie pas, c'est très dynamique. Là-dessus c'est vraiment top. Et puis le découpage du tome 1 qui m'avait laissé un petit peu sur ma faim, il s'est, je trouve, grandement amélioré dans ce tome-ci, et du coup on ressent beaucoup moins la lourdeur du style BD, qui moi m'avait marqué dans le premier tome, et pour moi ça c'est vraiment un gros travail et un énorme point positif. De manière générale, l'histoire elle est vraiment très sympa, elle casse pas 3 pattes à un canard, mais elle promet, exactement comme pour le tome 1, des péripéties qui seront, j'espère, très intéressantes pour la suite. Maintenant, malgré ces bons éléments, je trouve que ce tome est plutôt moyen. Alors, ne vous trompez pas, je dis pas qu'il est mauvais, loin de là, c'est agréable à lire, c'est beau, c'est divertissant, mais je trouve, c'est encore mon avis, pour 2 auteurs de ce niveau, j'aurais attendu quelque chose de plus poussé. Pour le tome 1, ça pouvait se comprendre, pour ce tome 2, c'est un peu plus difficile à comprendre. Parce que le gros défaut du tome
et j'ai peur que ça devienne le défaut général de la série, c'est l'absence de prise de risque dans le scénario. Toutes les bonnes idées, tous les petits changements, toutes les prises de risque qui sont insérées dans le récit, elles sont balayées d'un revers de main dans les 2 dernières pages en fait, qui va rebooter complètement l'histoire que l'on vient de voir. Et du coup, quel est l'intérêt de faire ça? Pourquoi Chronos n'a pas été directement Observation pendant la bataille du sanctuaire, au lieu d'envoyer et de perdre du coup ces 3 guerriers pour avoir les informations? Toutes les décisions, toutes les nouveautés ou les combats annexes qui sont intéressants sont du coup rendus caduques et rebootés par le pouvoir de Chronos. Les événements de 95% de la BD n'ont donc pas existé pour les personnages, qui ne les ont donc pas fait évoluer, ni progresser, ni rien d'autre. Alors évidemment, c'est pas le but de la série, évidemment ça permet de régler certaines petites incohérences, mais du coup autant ne pas les faire dès le début. Pourquoi je devrais me donner la peine de lire une histoire sur 60 pages, si de toute façon la seule chose qui est vraiment utile à cette histoire, c'est les 2 dernières pages qui vont rebooter tout le reste. C'est un manque peut-être d'audace, d'assumer les changements qu'apporte cette BD, et peut-être aussi une facilité un peu scénaristique pour retomber plus facilement sur ses pattes, et c'est dommage parce que je trouve que ça ne rend pas honneur au scénario qui est pourtant plutôt intéressant. Un autre point négatif, et qui est également dans le tome 1, c'est les incohérences, qui, bon, avec le point que je viens de donner avant, sont presque acceptables, puisque tout est rebooté à la fin du tome. Mais encore une fois, pourquoi avoir ajouté de telles incohérences? C'était pas forcément nécessaire, et au vu du travail global qui est investi dans la BD, de recherche, de respect du lore, respecter quelques règles de plus et quelques éléments de circonstance du manga en plus, c'était pas infaisable et ça rendait le tout bien plus homogène et bien plus travaillé. C'est évidemment du détail pour certains, on est d'accord, mais c'est décevant et je trouve que c'est prendre les fans un peu pour des idiots qui sont incapables d'accepter par exemple les faits du manga tels quels et il faut forcément les aménager, les transformer pour qu'ils se rapprochent plus de l'animé. C'est pas forcément faux parce qu'il y a beaucoup de fans qui pensent comme ça et qui ont beaucoup de mal à s'adapter, mais c'est quand même tirer un petit peu la communauté vers le bas et je trouve ça très dommage. Un autre point qui est encore plus personnel celui-ci, c'est que je n'ai pas aimé, alors que j'aurais voulu aimer, le personnage de Éastre, donc la sœur d'Aphrodite. Alors autant elle, c'est plutôt un bon personnage, on a de l'émotion, son chara design est super cool, elle a l'air puissante, etc. Autant la relation que les auteurs ont créée avec son frère, et le caractère qu'ils ont donné à Aphrodite est pour moi hors de propos, ou en tout cas très loin de ce que le manga nous montrait du personnage. Pour moi là c'est vraiment du fanservice bête et méchant qui veut juste donner aux fans ce qu'ils veulent, c'est-à-dire réécrire le personnage pour qu'il soit moins méchant, moins mauvais entre guillemets. Ici on a un Aphrodite qui est enfant, donc évidemment son caractère évolue en grandissant, mais c'est pas pour autant qu'il devrait totalement changer de caractère, et cet Aphrodite enfant, il est vraiment présenté comme un gentil garçon qui adore sa sœur et qui la considère, alors que elle pense qu'il la méprise. On a globalement la vision au début de la sœur d'Aphrodite sur Aphrodite, et cette vision est calquée sur le caractère d'Aphrodite dans le manga. Ce que pense la sœur d'Aphrodite sur Aphrodite, c'est ce que le manga nous donne, son caractère classique. Malheureusement, ce n'est que la perception de sa sœur, et on voit un peu plus loin dans le tome qu'en fait elle s'était trompée, et qu'Aphrodite est beaucoup plus gentille. Alors normalement en fait il aurait dû la mépriser parce qu'elle fait preuve de lâcheté finalement en n'acceptant pas le choix de son père. Dans le manga, Aphrodite, c'est un personnage qui est calme et qui est respectueux envers la beauté de la puissance. Il n'est pas narcissique comme Misty ou comme pourrait le laisser penser l'animé. C'est très différent dans le manga. Il est beaucoup plus dans la retenue et on va dire qu'il n'hésite pas à trahir s'il considère que cela correspond à sa vision. Donc dans la BD, il est enfant, on est d'accord, son caractère évoluera, mais son caractère, il peut pas évoluer autant. Il est beaucoup trop doux et beaucoup trop conciliant pour correspondre à celui en fait du futur Aphrodite. Il aurait dû être beaucoup plus incisif avec sa sœur et finalement correspondre un peu plus à la vision que elle avait vraiment de lui. Il devrait pas être le petit frère trop gentil qui aime sa grande sœur parce qu'elle est trop puissante, trop belle, etc. Il devrait effectivement la respecter pour sa force, mais surtout il devrait tout faire pour la dépasser, pas pour être un faire-valoir. C'est ça l'essence même du personnage dans le manga. Alors évidemment, c'est facile de critiquer l'écriture d'un personnage, on est d'accord. Et c'est jamais simple d'écrire un bon personnage. Mais pour moi, ils sont passés à côté de l'essence de ce personnage
pour redorer le blason, effectivement, d'Aphrodite, qui paraissait un peu en deçà de certains autres personnages, mais pour moi, ça c'est juste du fanservice, et ça a été mal exécuté. Et ça, c'est dommage. Maintenant, globalement, je dirais que ce qui résume ce tome 2, c'est le mot dommage. Ils ont la bonne formule, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ils ont une histoire qui est top, ils ont de très bonnes idées, ils ont un visuel qui est exceptionnel, un rythme qui est très bon, des péripéties qui s'enchaînent et qui sont appréciables et appréciées, j'ai l'impression, en plus par les fans, mais c'est laissé trop lisse. Il y a trop peu d'approfondissement dans le bon sens, puisque tout est rebooté, et beaucoup d'éléments qui sont ajoutés dans la BD ne sont pas là pour raconter quelque chose, elles sont juste là pour plaire aux fans, et ça, franchement, je trouve ça très dommage, en fait. Les événements sont vraiment dynamiques et ultra plaisants à lire, alors pourquoi tout effacer et tout retirer à la fin? Ça enlève tout intérêt à la lecture de Reboot, l'ensemble de ce qu'on vient de lire. On a l'impression qu'on lit quelque chose qui n'a pas d'intérêt. Finalement, on a vraiment l'impression que le tome 2, il est dispensable. Je vois pas d'intérêt particulier à le lire, parce que vu que tout est rebooté dans les 2 dernières pages, quel est l'intérêt? Ça n'apporte rien de lire toute l'histoire, autant lire les 2 dernières pages. Et pourtant, il y a d'autres spin-offs qui ont réussi à être beaucoup plus dans la nouveauté et à exploiter le fond concrètement. Je pense par exemple à The Lost Canvas, et même si effectivement The Lost Canvas est tombé dans le fanservice, globalement l'histoire est plus impactante dans son ensemble, et également dans l'univers global de Saint-Seiya, ce qui n'est pas le cas ici. Je dirais que ce tome souffre du même syndrome que Sentia-Show, c'est-à-dire de bonnes idées, mais vu que c'est calé dans une histoire déjà préexistante, ça doit s'insérer péniblement en tentant de ne pas changer les événements, et du coup ça enlève toute intrigue impactante, on va dire, et ça rend le récit plaisant, mais finalement assez inutile. Alors c'est très loin d'être mauvais, comme je l'ai dit un peu plus haut, c'est juste que ça n'apporte, je trouve, pas grand-chose. Que je lise ce tome ou non, en fait, j'ai l'impression de pas avoir avancé dans le lore global de Saint-Seiya. J'ai rien découvert de merveilleux comme dans d'autres spin-offs ont pu nous apporter. Évidemment, il y a certains ajouts qui sont sympas, mais finalement, si tout est rebooté et que les personnages ne se souviennent même plus de ce qui se passe, c'est très dommage. Pour moi, cette BD, c'est mouais. C'était ce que j'avais à dire sur ce tome 2. Je le rappelle au cas où, parce que je sais que dans la communauté, il y a beaucoup de gens qui défendent cette BD. Ce n'est que mon avis personnel et mon ressenti. Je n'ai pas la vérité absolue, et ce n'est pas parce que je trouve que la BD est moyenne, et que vous la trouvez qu'elle est bonne, ou inversement, que votre avis est moins bien que le mien, d'accord? Vous avez le droit de trouver que Time Odyssey c'est la meilleure série du monde. C'est pas parce que moi je pense le contraire que vous devez remettre votre vie en question. J'ai pas insulté votre maman, j'ai pas tué votre chat. Tout va très bien se passer. L'important, c'est que l'œuvre trouve son public, et c'est le cas. Donc là-dessus, c'est très bien. Même si ce tome 2 m'a pas forcément hyper hypé, je lirai quand même la suite, et j'espère que nos 2 Frenchies, ils vont me donner tort, et ils nous sortiront effectivement le meilleur spin-off de Saint-Seiya du monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.